Imagine, tu touches enfin du doigt le bout du tunnel. La lumière semble réelle et pourtant, les jambes refusent d'avancer. Mais alors pourquoi la guérison fait-elle aussi peur? Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Pensée désordonnée. On se retrouve pour le 3e épisode et on va tenter de décrypter un paradoxe assez fascinant, la peur d'aller mieux. De la résistance en psychothérapie aux bénéfices cachés de nos symptômes, en passant par la chérophobie, oui, la peur du bonheur existe bel et bien. On plonge dans les rouages cérébraux et psychologiques qui nous clouent au sol. Prêt à explorer pourquoi votre cerveau préfère parfois un mal-être connu qu'un bonheur incertain. C'est parti. Alors on va parler de la peur du changement, des bénéfices secondaires on va dire des symptômes, de la peur du bonheur et des conflits d'identité liés à la guérison. Voilà. Donc si on discutait ensemble d'abord de la peur du changement et de l'attachement au connu. En psychologie clinique et en psychothérapie, on parle de résistance au changement. Même quand une personne dit vouloir aller mieux, une partie d'elle craint souvent les conséquences d'un potentiel bien-être. En tout cas de ce changement. Le symptôme, aussi douloureux soit-il, est souvent stable et prévisible, alors que l'état d'après est incertain. Tout ça, ça active des circuits de peur et d'évitement du risque. Des cliniciens décrivent souvent que les patients préfèrent rester mal entre guillemets parce que c'est ce qu'ils connaissent, plutôt que d'essayer d'aller bien parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ce potentiel bien-être, il impose parfois de modifier des relations, des repères, des choix de vie ou encore même l'image d'eux-mêmes. Mais alors, la peur d'aller mieux, est-ce que c'est un conflit entre le système de survie, qui préfère le connu, et le désir de changement? C'est la question qu'on peut un peu se poser. Si on regarde ce que le terme résistance veut dire en psychanalyse, qui est un courant de psychologie, la résistance désigne, je vous lis, les mécanismes psychiques souvent inconscients qui freinent l'accès à l'inconscient et entravent le processus de changement ou de guérison. Introduite par Freud, elle n'est pas un refus volontaire, mais une défense du moi pour éviter l'angoisse liée à des contenus refoulés ou à des vérités douloureuses. En gros, ce que ça signifie, c'est que ce concept de la résistance, ce serait le fait de ne pas vouloir avancer dans la thérapie, dans la guérison, mais que ce serait pas volontaire, que ce serait inconscient et que ce serait plus pour se protéger des angoisses et des potentielles choses douloureuses que l'on a vécues ou que l'on pourrait vivre. Maintenant, pour répondre à cette question de pourquoi on a peur d'aller mieux, il faut aussi se poser la question pourquoi on est bien dans notre mal-être, ce qui est un peu paradoxal dit comme ça. Souvent, on parle de bénéfices secondaires parce que ce sont des avantages indirects qu'une personne tire d'un trouble ou d'un symptôme, ou de plusieurs symptômes. Par exemple, plus concrètement, les avantages, ça peut être un allègement des responsabilités, de l'attention d'autrui, du soutien, la sensation de se sentir entouré. Et donc tout ça, ça peut être des avantages indirects du trouble et des symptômes. Certains chercheurs disent que les bénéfices ne sont pas la cause du trouble. Cependant, c'est un facteur de maintien du trouble. C'est-à-dire que une cause est à l'origine d'un trouble, ou plusieurs causes, mais ces facteurs-là de maintien, donc cette volonté de ne pas vouloir aller mieux, finalement, c'est ce qui fait que le trouble reste, et pas forcément la cause. Vous voyez ce que je veux dire? Concrètement, se rétablir, ça peut vouloir dire reprendre un travail stressant, perdre des relations, perdre un statut de personne fragile, protège de certains conflits. Et donc, aller mieux, de façon irrationnelle, on va penser que ça signifie perdre ces liens-là, perdre le soutien, ne pas être capable d'assumer le travail qui est derrière. Et donc du coup, en fait, ce serait une forme de sécurité psychologique plus que un manque de volonté. Maintenant, on va parler ensemble de la peur du bonheur. La peur du bonheur, elle porte un nom, ça s'appelle la chérophobie. Je ne connais pas l'origine du mot, ne me demandez pas quel est le rapport entre bonheur et chéro. Je ne sais pas. Des chercheurs décrivent la chérophobie comme, je vous lis, une peur persistante et disproportionnée du bonheur lui-même. Ce qui signifie que la personne évite des situations positives parce qu'elle anticipe qu'elles seront suivies d'un événement négatif ou qu'elle ne mérite pas ce bonheur-là. Donc certaines personnes associent la joie à l'anxiété ou à des expériences traumatiques, c'est-à-dire par exemple un moment où elles se sont senties très bien dans leur vie et juste après, boum, trauma.
événement traumatique. Et donc du coup, elles ont un schéma cognitif qui devient quand je suis heureux ou heureuse, il va m'arriver quelque chose de mal. Comme si la cause de l'événement traumatique était le fait d'avoir été heureux avant. Alors que non. Mais du coup, c'est des raccourcis qui se font et c'est des schémas cognitifs qui sont pas forcément avérés. Justement, en parlant de cognitif, on retrouve des croyances qui peuvent être erronées du coup, comme le bonheur me rend vulnérable. Quand je suis heureuse, j'ai peur qu'on me vole finalement ce bonheur que je ressens. Ou alors, je serais punie si je vais trop bien. Parce que on serait... Enfin, ça répond à l'idée selon laquelle, la croyance selon laquelle on n'est pas censé aller bien. Enfin, une personne en particulier n'est pas censée aller bien qui ressent ça. Je dis on, mais c'est pas une vérité générale. Bref. Et donc, tout ça, ça maintient dans une humeur qui est basse, mais on la juge plus sûre parce qu'on la connaît et parce qu'on n'a pas la sensation qu'on peut... Enfin, si ça va déjà mal, qu'est-ce qui peut se passer de pire presque ? Ou alors, si je vais déjà mal, au moins, il n'y aura pas ce truc de je mérite pas d'aller bien et donc du coup je me prends un événement traumatique dans le visage. Je sais pas si c'est très clair les explications. Ça questionne aussi la perception de soi et donc l'identité. Sur le long terme, la dépression ou l'anxiété peuvent devenir intégrées à l'identité de quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme ça que la personne va se définir. Et je suis bien placée pour en parler, je pense. Il y a certains cliniciens qui constatent que certains patients ont du mal à imaginer qui ils seraient sans leurs troubles, sans leurs symptômes, sans leurs souffrances. Parce qu'ils se voient comme la personne fragile de la famille, parce qu'ils se voient comme l'artiste torturé, parce qu'ils se voient comme l'ami qui ne va pas bien. Et donc en fait, la perception de soi et la perception des symptômes quelque part, enfin la perception de soi et les symptômes vont quelque part fusionner et devenir une même croyance. Si on veut se débarrasser d'un trouble, ou du moins apaiser cette souffrance, ça signifie qu'il faut renégocier complètement le lien qu'on entretient avec cette perception et avec cette identité. Ça signifie changer de rôle dans le système familial, social. Et ça peut aussi susciter de la peur, ça peut aussi susciter des résistances, parce que si on va mieux, est-ce qu'on va, encore une fois, perdre certains liens ? Est-ce qu'on va perdre des repères ? Est-ce que les autres vont nous comprendre, vont nous aimer pour ce qu'on est au fond et pas simplement pour la représentation qu'ils avaient de nous ou la représentation qu'on avait de nous-mêmes ? Ce processus, ça implique aussi de se confronter, ce qu'on peut appeler des affects, mais en gros des émotions, qu'on a un peu embouteillées, comme la colère, la culpabilité, la honte, etc. Et en fait, le symptôme, quelque part, la souffrance, anesthésie partiellement ces émotions-là, et donc du coup, se reconfronter au fait d'essayer d'aller mieux, quelque part, c'est les remettre aussi sur le devant de la scène. Je sais pas si c'est clair. Mais alors du coup, si on discute de tout ça, j'ai essayé qu'on réfléchisse ensemble aux potentielles explications du pourquoi on a peur d'aller mieux. Enfin, quels sont les processus qui peuvent être utilisés pour lutter contre cette peur-là. En psychothérapie, ce qu'on va tenter de faire, ou ce qu'il faudrait faire en thérapie au moins, c'est de déconstruire ces croyances-là et de questionner notre relation avec ces croyances. Ces croyances-là, elles sont nocives entre guillemets, mais elles ne le sont pas volontairement. Je pense qu'il faut les percevoir comme des tentatives de protection plus que comme des barrières quelque part. Donc le travail, c'est de mettre au jour les bénéfices secondaires que l'on tire de ces troubles et de ces symptômes, déconstruire nos croyances sur le bonheur et les enjeux identitaires qui en découlent, pour que nous ensuite on arrive à trouver de nouvelles stratégies compatibles avec notre santé en TCC, donc en thérapie cognitivo-comportementale. On va tenter donc d'identifier ces croyances dysfonctionnelles. Par exemple, si je vais mieux, je rechuterai forcément, ou je ne mérite pas d'aller mieux, ou je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse. Poser progressivement à des émotions positives, à des expériences positives, qui soient tolérables et qui nous rendent pas anxieux. Voilà. Et je voulais finir sur quelque chose. La peur d'aller mieux, du coup, c'est pas un caprice. C'est pas volontaire.
c'est plus un signal qu'il y a quelque chose de précieux à protéger, qu'on tente de se protéger, que ce soit l'identité, que ce soit la sécurité, que ce soit nos liens avec certaines personnes, et que le travail thérapeutique, il vise justement à retrouver des façons d'être mieux sans perdre ce qui compte pour nous. Mais donc tout ça, tout ce dont on vient de parler, ça nous amène à d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'on s'attache à ce qui nous fait souffrir ? Quels sont les mécanismes qui font qu'on s'attache à ces aspects-là ? Et est-ce qu'on a tendance à sous-estimer le confort émotionnel quelque part ? Et ça, c'est des questions auxquelles j'adorerais répondre, mais je n'ai pas la science infuse, mais on pourrait en discuter dans d'autres podcasts si ça vous intéresse. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Globalement, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez trouvé cette discussion super. Je vous invite à vous abonner, à commenter et à liker ce podcast. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao.